Ici, Monsieur le Président, à la barre de ces audiences, Dr Ben Youssouf, à qui j'ai posé moi-même beaucoup de questions, c'est ancien parti civil et ancien membre du bureau exécutif de l'UFDG, a déclaré dans cette salle ici, lors de son passage, que les vrais responsables des crimes commis le 28 septembre 2009 au stade éponyme ne sont pas ici dans cette salle d'audience. Voilà encore un homme qui était au stade. Voilà un homme qui était dans les confidences de cette organisation. Voilà un homme qui était membre de l'un des plus grands partis politiques, peut-être que même le plus grand parti politique du pays, l'UFDG, qui était dans le bureau exécutif à ce moment, et qui vous dit, après plusieurs années, alors, est-ce qu'on devrait douter de ce complot ourdi, organisé contre le président Dadis? Il est même allé loin, ici encore, répondant à mes questions, il est allé loin jusqu'à reconnaître la responsabilité des leaders politiques. Et pour la première fois dans cette salle, un leader politique venait de reconnaître la responsabilité des organisateurs du meeting. Il a précisé que s'ils avaient écouté les sages conseils des religieux, les sages conseils de la notabilité, j'y arriverai. Le peuple de Guinée n'aurait pas connu et n'aurait pas été endeuillé le 28 septembre 2009. Mais ces déclarations de ces trois leaders politiques, Monsieur le juge président, Monsieur le juge assesseur, viennent d'une part indiquer la responsabilité des organisateurs dans ce massacre, mais d'autre part, soutenir nos plaidoiries et prouve à suffisance que le président Dadis n'a rien à voir avec les crimes commis le 28 septembre 2009 au stade éponyme. Mais plutôt, il est une victime d'un complot international dont le seul but était de l'éloigner du pouvoir pour permettre à ceux-là qui ont cherché le pouvoir pendant plus de 40 ans d'avoir enfin accès à la magistrature suprême. Monsieur le Président, Monsieur les assesseurs, permettez-moi maintenant de répondre à ma manière, mais avec clarté, simplicité, à la question: à qui a profité les crimes commis le 28 septembre 2009 au stade éponyme? Je vous demande de faire avec moi une petite réflexion scientifique sur la notion de profit tiré de l'infraction en répondant à cette question. Je la répète en latin: quido bono? À qui profite le crime? La question a été posée pour la première fois au juré par Cicéron. Cicéron est considéré comme le plus grand avocat de tous les temps. Cette question a été posée par Cicéron au juré au procès de Sextus Rosius en Rome en 673. Tenez-vous bien, à moins 80 ans avant Jésus-Christ. Elle est restée fameuse et a permis à l'ardent défenseur qui était Cicéron d'emporter la conviction du jury et d'obtenir l'acquittement
de son client accusé de parricide. Le parricide, c'est la mort sur la personne de son père, de son papa. Son client, Sextus, était donc accusé d'avoir assassiné son propre père. C'est cela le parricide. Mais à l'analyse du dossier, tout portait à croire qu'il n'avait aucun intérêt à le faire. On ne parle pas du mobile, qui sont les raisons qui poussent une personne à commettre une infraction et qui sont sans effet sur la répression. On parle du profit tiré de l'infraction, de la commission du fait répréhensible. Le fait pénal, acté, commis. Le profit qu'on tire, ce profit matériel. Nous parlons de cela. Le dossier indiquait ouvertement que c'était d'autres personnes qui avaient profité de cela. Il a donc obtenu l'acquittement de Sextus en mettant en lumière la notion de profit tiré de l'infraction. De nos jours, la déclaration de culpabilité en matière pénale reste orientée vers la recherche des personnes qui, directement ou indirectement, auront tiré un bénéfice d'une infraction. Le profit est ainsi perçu tantôt comme une des composantes de l'infraction, tantôt comme la finalité de l'incrimination. Traditionnellement, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, ce profit est entendu comme un avantage matériel retiré de l'infraction. Je vais vous le prouver dans notre cas. Et je vais vous indiquer, par rapport aux personnes désignées, quel profit chacun a pu tirer, ou quel profit chacun pouvait tirer, pour que vous compreniez que bien que déjà soutenu par certaines parties civiles, par des leaders politiques de renom, nous ne nous contentons pas de nous arrêter là, mais nous faisons une transposition scientifique, une démonstration juridique soutenue devant ce tribunal pour que vous compreniez que ce que nous disons est fondé. Parce que nous sommes convaincus, Monsieur le juge président, Messieurs les présidents, qu'à la fin uniquement de cette partie, votre conviction sera assise en ce qui concerne, j'ai peur de dire l'innocence, parce que votre rôle n'est pas de vous prononcer sur son innocence. Mais vous comprendrez que le président Moussa Dadis Camara, parce qu'il ne peut faire du mal à une mouche, mais je dis bien à une mouche, il ne peut pas se permettre, même dans la folie la plus élevée, la plus grande, demander à des gens d'aller tuer, d'aller assassiner, d'aller violer, d'aller enlever, d'aller séquestrer ses compatriotes qui l'ont élevé tellement haut, mais parce qu'on l'a élevé tellement haut, il est devenu fragile. Vous savez, c'est cela le pouvoir. Hein? Plus on monte haut à l'arbre, plus on devient fragile. Plus on monte haut, plus on devient fragile. Lorsqu'on est président d'un pays, c'est au sommet pour un régime que nous avons ici. Alors là, rassurez-vous que vous êtes fragile. Dans ma langue, le chef, il doit être soutenu par ceux qui l'ont tenu debout. Sans eux, il tombe. Et le chef, c'est son entourage. Le général, c'est sa troupe. Ce sont les caporaux qui sont autour de lui. Le roi, qui reste dans sa forteresse, n'est absolument rien s'il n'a pas autour de lui la forteresse ou des gens à qui il fait confiance autour. C'est pour ça, si on doit marcher sur lui, on devrait d'abord marcher pour ceux qui sont autour de lui. Mais lorsque ceux qui sont autour de vous, en qui vous avez donné tout, en qui vous avez fait confiance,
trahissent votre confiance, mais ils vous fragilisent de plus. Et quand ils vous fragilisent, ils vous rendent vulnérables. Et quand ils vous rendent vulnérables, ils vous donnent, ils vous laissent à la merci de vos ennemis. Et c'est son cas. Dans notre cas, ce n'est certainement pas au président Dadis que ces crimes ont profité. Il a été dépeint en monstre, objet de tentatives d'assassinat, forcé à l'exil, écarté du pouvoir, maintenu en détention, à ciel ouvert pendant près de 13 ans, privé de ses droits les plus élémentaires et autres, embastillé, soumis à toute bagne, toute potence, tout supplice, toute humiliation. Pensez-vous que c'est ce qu'il pouvait chercher comme profit? Toutes ces humiliations, en étant associé à la commission des faits répréhensibles commis au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009? Bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Et la réponse est d'un absolutisme tel que l'on ne peut en douter. Au contraire, il est évident que les crimes commis le 28 septembre au stade éponyme ont profité aux comploteurs que j'ai cités plus haut. Et je vais vous dire au cas par cas. Aboubacar Diakité. Ça a été dit ici publiquement par une déclaration que lui-même a faite, qu'il s'attendait à avoir 9 milliards. Il a réclamé quand il était à Dakar, et CNews en a parlé, en a fait cas. Est-ce que vous saviez pourquoi il a réclamé? Sinon, il vivait paisiblement à Dakar, hein, entre Dakar et la Mauritanie. Ben, j'avais dit ici en début du procès que j'avais le passeport qui lui avait été fait, que je pouvais le produire. Et comment il est sorti? Mais il vivait au su et au vu de tout le monde. Mais parce qu'il manquait de moyens et que ses proches avaient été emprisonnés, sermonnés sous Alpha Condé, qu'il a décidé de réclamer ces 9 milliards. Il faut reconnaître qu'il n'a pas reçu tout. Ce qui d'ailleurs l'a amené à sortir de ses gonds. Il ne l'a pas reçu parce que quand on fait du mal à un innocent, on finit toujours par s'exposer, par se découvrir. Comme pour dire, quand on fait du mal à un homme sincère, dans ses amitiés, un homme honnête, avec tous, on finit par être trahi par la personne pour qui on a travaillé. Il était l'arme du crime. Il était l'arme du crime. Il était celui qui a été utilisé contre son patron parce qu'il n'a pas été loyal à son égard. Nous le disons en pesant nos mots. Nous le disons avec fermeté. Il n'a pas été loyal avec cet homme qu'il a aimé tant. Vous avez entendu ici dans cette salle d'audience qu'il était le bébé hollandais du président. Cet homme qu'il a élevé et l'a rendu fort. Il a trahi. Il a écouté des personnes qui lui ont fait espérer du miel, de l'espoir, mais qui avaient un seul but, avoir le pouvoir. L'exercer. Et ces personnes ont eu le pouvoir, ont exercé et ont refusé de lui payer le restant. Voilà pourquoi il ne pouvait pas ne pas se fâcher. La notion de profit, tirée de la commission de l'infraction, ici,
des crimes commis au stade du 28 septembre est ainsi justifié à l'égard du commandant Aboubacar Toumba. Et je peux vous dire quelque chose. Et je le dis du fond du cœur, monsieur le juge président, messieurs les assesseurs, j'ai la ferme conviction que le commandant Aboubacar Diakité finira un jour par demander pardon à celui-là qu'il a aimé sans condition, à celui-là qu'il a défendu sans réserve, non sans faire des malheureux, à celui-là qu'il a mis au-dessus de tout, à celui dont il n'a pas été quête de camp, mais conseiller spirituel et homme de confiance. À celui-là qu'il acceptait au détriment des autres, au détriment de ses proches. Je sais, le jour viendra qui lui demandera pardon. Et ce jour sera un jour qui lui permettra d'obtenir une véritable liberté. La liberté, elle est beaucoup plus dans la conscience. Et j'espère que ce jour-là arrive pour lui. Le deuxième, le général Sekouba. Mais je vous l'ai dit ici, la première visioconférence que le général Sekouba a pu faire, c'était avec le président Alpha Condé, avec Bernard Kouchner, avec tout le monde. Lui, quel intérêt, quel profit attendait-il? Premièrement, 12 millions de dollars. Vous comprendrez qu'il a dit lui-même. Deuxièmement, un poste à l'international. Vous avez entendu parler de la force africaine en attente, on va en parler. Et une protection de la France pour ne pas être inquiété dans le procès des événements du 28 septembre. La France sachant qu'en réalité, ce sont eux les vrais acteurs. Mais s'il a obtenu le premier profit, qui était celui de finir la transition, tout le monde l'a vu, lorsque le président Dadis a été détenu à ciel ouvert, mais illégalement, à Ouagadougou, par la communauté dite internationale, c'est lui qui a exercé, qui a fini la transition. Il n'était pas le numéro 2 du CNDD. Le numéro 2 du CNDD, c'était Feu Mamadou Toto. Mais c'était lui l'homme de confiance du président Dadis. C'était lui le plus proche. C'était lui son ami. C'est lui qui s'asseyait dans le même fauteuil présidentiel que le président. C'est lui d'ailleurs qui avait sa main élevée plus haut par le président lui-même, alors que ça devrait être l'inverse. Il a donc exercé en tant que président intérimaire. Donc il a obtenu le premier profit de manière intégrale. Mais en réalité, c'était quelque chose, un passage obligé, puisqu'il devrait être le couloir de transmission du pouvoir à Alpha Condé. Et c'est ce qui fut fait. Mais si il a pu obtenir le premier profit en exerçant le pouvoir pendant la dernière phase de la transition CNDD, en sa qualité de président intérimaire, l'argent qui lui a été promis, il n'a pu obtenir tout une fois que le président Alpha Condé est arrivé au pouvoir. Et mieux, à la place de la protection de ses proches, beaucoup sont allés en prison. Beaucoup ont été détenus. Mais c'était mal connaître le vieux.
Il avait cherché ce pouvoir-là pendant 40 ans au moins. Il était prêt à tout engagement, de toutes les façons, en politique. On le dit d'ailleurs dans le cas du mariage, Loïciel a dit, un mariage trompe qui peut. C'est exactement la même chose en politique. Et les engagements politiques n'engagent que ceux-là qui les croient. Le président Alpha, politicien de renom, devrait s'engager dans ce sens-là parce qu'il avait un but là. Tous les chemins menant à Rome. Il est donc passé par ce couloir de transmission qui était le général Sekouba Konaté pour aller au pouvoir. Il n'a donc pas respecté ses engagements. Le général Sekouba n'a pas reçu la totalité des 10 millions. Et le général Sekouba a vu ses proches emprisonnés. Comme le président Dadis, il a été éloigné de la Guinée. Je vous ai dit ici, le 12 juin, qu'il devrait être au Congo, à Brazzaville, comme le président Dadis était à Ouagadougou. Parce que ceux-là savaient ce complot international. C'était pour y aller et ne plus y sortir. Mais puisque l'autre profit qu'il tirait était la protection de la France a voulu respecter ses engagements en le gardant en France. Et la force africaine en attente, l'avez-vous vu où? Avez-vous vu un bureau de ce qu'on a appelé force africaine en attente? Ça a été quelque chose de l'espoir. Un droit espéré, ce n'est pas un droit acquis. Un droit est acquis lorsqu'il est déjà dans le patrimoine. Un droit espéré, vous le poursuivez, vous ne saviez pas. C'est pour ça un homme marié aujourd'hui à 4 femmes, même si une loi venait interdire la polygamie, il va rester avec ces 4 femmes. Parce que pour lui, c'est un droit acquis. Mais s'il prétendait tout simplement épouser une femme, même le lendemain de la loi, il ne peut plus parce que ce droit était tout simplement espéré. Le droit à ce niveau, c'était des droits espérés qu'on leur a fait miroiter. Il n'a donc ni obtenu, dans son effectivité exercée comme commandant de la force africaine en attente. Il n'a pas eu l'argent qu'il voulait. Et ses proches n'ont pas eu la protection qu'il voulait. Et donc lui, il a eu la protection de la France parce que sa récompense n'a pas été à la hauteur du travail accompli, celui de tricher, celui d'organiser un semblant d'élection, celui de tripatouiller les élections, celui de donner le pouvoir au perdant, le président Alpha Condé. Et je fonde pour cela mes mots sur une transcription qui a été lue ici publiquement, une transcription d'un des proches de Alpha Condé, Kiridi Bangoura. Kiridi Bangoura a dit ici, on l'a dit ici, une transcription où Kiridi Bangoura dit ouvertement que le général Sekouba nous a aidés. À partir du moment où il dit que le général Sekouba nous a aidés à venir au pouvoir, ça veut dire tout simplement le général Sekouba a triché. Il a tripatouillé les élections pour donner le pouvoir aux perdants. Voyez-vous, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, est-ce que le profit tiré de la commission de l'infraction, des infractions, des faits commis au stade, le 28 septembre 2009 au stade éponyme, ne sont pas justifiés à l'égard du général Sekouba? C'est une évidence. On ne peut nier cette évidence. Le président Alpha Condé, l'autre commanditaire, qu'a-t-il gagné? Parce que nous sommes dans la démonstration du profit obtenu par la personne à qui profite le crime. Qu'est-ce que le président Alpha Condé a gagné? Mais le président Alpha Condé est effectivement arrivé au pouvoir. Il a exercé pendant 11 ans, au-delà même de ses 2 mandats, consacrés par la Constitution. Il a accepté de modifier la Constitution pour briguer un autre mandat. Donc pendant 11 ans, ça fait 10 ans pour les 2 mandats, plus 1 an. Mais la suite
Monsieur le Président, nous connaissons tous ces 11 ans de privation du président Dadis de ses droits les plus élémentaires et fondamentaux. Le droit d'aller et de venir, de circuler librement, le droit de rentrer dans son pays, d'y sortir librement, même quand la maman du président Dadis est décédée. Feu Christine connaît. Nous avons battu tous les pavés à Conakry pour qu'il passe par ici. Un niet lui a été opposé. Il a été contraint à passer par le Libéria, un autre pays qui a accepté de recevoir un ancien chef d'État d'un pays souverain où on lui refuse d'arriver simplement parce que on ne veut pas, on veut le maintenir en prison. Et donc, pour allier Zérékouéré, enterrer dignement sa mère, Feu Christine connaît, le président Dadis a été obligé de passer par le Libéria. Pire, il a même été accompagné par les militaires de la garde présidentielle burkinabé, avec à leur tête le général Gilbert Diendéré, qui était le chef de cette garde et homme de confiance du président Blaise Compaoré. Comme s'il n'existait pas en Guinée des gens capables d'assurer la sécurité d'un ancien chef d'État. En réalité, ce n'était nullement pour assurer sa sécurité, mais c'était pour le surveiller, pour contrôler ses faits et gestes, pour s'assurer qu'il retourne à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour la continuation de sa détention à ciel ouvert. Cette détention qui a été organisée à partir du Maroc. D'ailleurs, c'est le même Diendéré et les militaires du régiment de la sécurité présidentielle, le RSP, qui l'ont accueilli à l'aéroport international de Ouagadougou lorsque son avion médicalisé, mis à sa disposition par le roi Mohamed VI, a été détourné pour être posé sur l'aéroport de Ouagadougou. Après que le président français, son ministre des Affaires étrangères, l'attaché militaire de l'ambassade de France en Guinée, Alpha Condé, le général Sekouba et la communauté dite internationale se soient assurés de mettre le président Dadis out parce que son sort a été scellé là, au Maroc. On me demandera peut-être, qu'est-ce que la France a gagné comme profit? Puisque en parlant de commanditaire, j'ai parlé du président Sarkozy que j'accuse. J'ai parlé de Bernard Kouchner que j'accuse. J'ai parlé de l'ambassadeur de la France en Guinée, Jean Grablin, que j'accuse. J'ai parlé du fameux responsable de renseignement qui m'entend, que j'accuse aussi. Son sort a été scellé là. La France, qu'est-ce que la France a gagné? Monsieur le Président, messieurs les juges assesseurs, le 28 septembre est la revanche d'une puissance humiliée. À la même date, 51 ans plus tôt, le 28 septembre 2009, était le 51e anniversaire du référendum guinéen qui a ouvert la voie à notre indépendance le 2 octobre. Cette puissance humiliée, c'est bien la France qui ne veut pas que la Guinée commémore la date de la chute de l'empire colonial français en Afrique. C'est pourquoi elle avait, à travers le président Alpha Condé, c'est toujours comme cela, pour éliminer Thomas Sankara, on a utilisé Blaise Compaoré. Pour éliminer Mobutu, on a utilisé, plutôt Patrick Lumumba, on a utilisé Mobutu.
pour éliminer, comment on appelle, Olympio, on a utilisé Étienne Eyadema pour éliminer le président Dadis. Il fallait utiliser le général Sekouba. Il fallait passer par les hommes de la Guinée. C'est la même politique coloniale. Le président Alpha Condé, qui est donc imposé à travers lui pour imposer le 28 septembre 2009 pour le meeting. Elle a malheureusement réussi en se servant de l'un de nous, comme ça a été toujours le cas. Et c'est cela la politique française, malheureusement, en Afrique. Et aujourd'hui, personne ne parle du référendum du 28 septembre qui a montré à l'Afrique la voie de la liberté et de la dignité. Allez sur Google, notez 28 septembre 2009, vous verrez les massacres, vous verrez rarement le référendum. Voilà ce que la France a gagné. Salir, falsifier notre histoire, salir l'histoire de la Guinée. Mais, où se trouve le général Diendéré aujourd'hui? Où se trouve le président Blaise Compaoré aujourd'hui? Chacun peut se faire une idée. Où se trouve le président Alpha Condé aujourd'hui? En Turquie, même pas en France, pays qu'il a aidé pourtant à venir au pouvoir. Il a fallu qu'il devienne président en Guinée pour que les Français plient bagage. Cette phrase ne vient pas de moi, ça vient d'un leader politique guinéen. Et c'est cela la réalité. Parce qu'il s'est beaucoup plus rapproché de la Turquie, du Brésil, de la Chine. La roue tourne. Ça fait mal de le dire, mais la roue tourne. Chacun sait ce qui lui est arrivé il y a 1 an. Mais chacun oublie. On ne doit aussi pas oublier qu'il avait voulu empêcher le président Dadis d'enterrer dignement sa mère. Chacun sachant ce qui lui est arrivé il y a 1 an, je me tais dessus. Je n'en parle pas. Où se trouve aujourd'hui le général Sekouba? En France. Il se sait lâché par la France. Et il cherche un asile en Suède. Il a tenté en Norvège. Il savait que ça aurait été compliqué. Ben aujourd'hui, c'est la Suède. Il m'entend. Il sait que je sais. Qu'est-il arrivé à la France? Elle-même a été trahie. Puisque Alpha Condé aidé, le vieux aidé à pouvoir le pouvoir, a eu d'autres amis. Comme pour dire qu'on ne peut pas faire du mal à un homme sincère. Je vais même dire à un béni de Dieu, oui, monsieur le juge président, oui, messieurs les juges présidents, les juges, assesseurs, le président Moussa Dadis Camara est béni de Dieu. Et tous ceux qui ont tenté de lui faire de mal, ou tous ceux qui lui ont fait de mal, de près ou de loin, l'ont payé, le payeront devant les hommes et devant Dieu. Je le dis en pesant mes mots, je viens de donner des exemples. Tout à l'heure. Alors, voilà comment je voudrais clôturer la deuxième partie, ou la troisième partie de mon intervention pour démontrer en quoi le président Dadis, assis ici devant vous, est en réalité une victime des événements du 28 septembre. Alors, je me serais arrêté là, très franchement, parce que
après avoir écouté les confrères Almami Samori Traoré, Antoinette Ouedraogo, Pépé Antoine Lama, ce que je vous ai présenté aujourd'hui, en plus de ça, suffit. Mais suffit largement si le droit doit être dit. Et je sais que c'est ce droit qui sera dit. Parce que nous refuserons si ce droit n'était pas dit. Nous n'accepterons pas si ce droit n'était pas dit. Je sais que votre conviction est déjà assise. Je sais que personne, même pas le parquet, même pas les parties civiles, ne vous amèneront à entrer en condamnation contre cet homme contre qui on a requis l'inimaginable. La perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans pour ce procès qui s'est tenu, pas seulement publiquement, mais qui est médiatisé et dans lequel on n'a retrouvé aucun élément de rattachement concernant son implication éventuelle dans ces massacres. Je me serais limité là, comme je vous l'ai dit, mais nous ne voulons laisser l'ombre d'aucun doute, même si nous savons et que nous sommes convaincus que doute, s'il y en a, le doute profitera au président Dadis en sa qualité d'accusé. Aussi, c'est parce que, comme on le dit souvent, quand vous dansez avec un aveugle, de temps en temps, il faut le piétiner pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la piste de danse. Nous allons donc partir au-delà de ce que les confrères ont déjà indiqué pour la défense du président Dadis, pour ne pas donner l'impression au parquet qu'il est seul ici. Il ne l'est pas, il n'est pas seul. Pour ne pas donner aux parties civiles qu'elles sont seules ici, elles ne le sont pas. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous allez me permettre de revenir sur chaque chef d'accusation pris au cas par cas. Pris au cas par cas pour justement compléter les plaidoiries sur cet élément-là. Après, donc, ces chefs d'accusation et la démonstration de leur mal fondé, je vais prendre 1 ou 2 heures ou même 3 heures pour uniquement démonter en pièces le sésame, le document le plus important dans ce procès pour le parquet, pour les parties civiles et même pour la communauté internationale, puisque c'est ce document-là qui constitue d'ailleurs la continuité du complot, puisque fait sous l'égide de l'ONU. Je vais vous le démontrer ici pendant 2 heures ou 3 heures à travers des travaux scientifiques effectués sur ce document. C'est ce document que le parquet a comme sésame pour demander la requalification. Après donc, parce qu'il faut être très franc, ce qui est soutenu par le parquet dans ses réquisitions écrites, ce qui a été soutenu par le parquet dans ses réquisitions orales ici, ce qui a été soutenu par les parties civiles dans leurs conclusions aux fins de requalification,
ce qui a été soutenu par les partis civils, ici, oralement, pendant leur plaidoirie, ne permettent pas de requalifier. C'est pour ça, après donc ce sésame, nous allons intervenir pour vous démontrer l'impossibilité de requalification et avec des termes terre à terre. Lorsque nous aurons fini ça, Monsieur le Président, nous nous attaquerons à tous les fondements de cette requalification, à la jurisprudence totalement hors sujet, invoquée par le parquet, parce que toutes ces jurisprudences concernent le crime de guerre et non le crime contre l'humanité. Parce que le crime contre l'humanité, au même titre que le crime de guerre, au même titre que le crime de génocide, au même titre que le crime d'agression, sont des éléments qui entrent, les 4 éléments qui entrent dans la compétence de la Cour pénale internationale. Mais on a tout confondu dans un procès pénal pour venir vous faire lire l'arrêt Yamashi, mais sans vous parler de la Seconde Guerre mondiale. Pour venir vous parler de Touvier, sans vous parler de ce qu'était Touvier, chef de miliciens à Lyon. On vous a parlé du tribunal pénal de l'ex-Yougoslavie. Mais on a totalement oublié que c'était une épuration ethnique. On est allé jusqu'à vous parler de la Chambre africaine extraordinaire. Nous reviendrons sur ces éléments-là et nous les démontrons au cas par cas. Nous suivrons nos plaidoiries parce que nous avons peur que le parquet et les parties civiles vous induisent en erreur. Nous vous parlerons de la manière dont l'erreur judiciaire déshumanise la justice. Oui, la déshumanisation de la justice, alors que la justice doit garder à tous égards, en tout temps, son visage humain. Mais nous vous dirons surtout quels sont les acteurs qui peuvent agir pour vous induire en erreur. Et nous vous dirons que faut-il pour vous pour éviter ces erreurs judiciaires. Enfin, nous vous donnerons des exemples de procès très connus dans lesquels il y a eu de véritables erreurs judiciaires et où les gens ont été déshumanisés à cause de la justice. Alors, nous vous dirons enfin notre mot de la fin. Vous comprenez donc que nous allons être ensemble toute la journée d'aujourd'hui. Peut-être que même nous serons ensemble toute la journée de demain. Parce que lorsque on défend un ancien chef d'État, je vous l'ai dit à l'entame de mes propos, qu'il s'agit de plusieurs nuits blanches, sans dormir. Parce qu'un ancien chef d'État incarne tout un pays. Alors quand nous prenons sa défense, nous devons utiliser les mots qu'il faut. Nous devons placer chaque mot à leur place. Rassurez-vous donc qu'aujourd'hui et demain, je continuerai mes plaidoiries. Ceci dit, Monsieur le Président, je voudrais donc passer au chef d'accusation. Conformément à l'ordonnance de requalification de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal criminel, l'ordonnance numéro 007/17 du 29 décembre 2017 du cabinet du pôle des juges d'instruction et en application des articles 283 et 288 du Code de procédure pénale,
le président Moussa Dadis Camara est renvoyé par devant ce tribunal criminel pour 8 chefs d'accusation. Alors, je dis bien 8 chefs d'accusation. Le premier chef, c'est bien la complicité de meurtre et d'assassinat, fait prévu et puni par les dispositions des articles 19, 206 et 208 du Code pénal pour avoir, selon l'ordonnance de renvoi, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'insurction, participer au meurtre et assassinat commis au stade du 28 septembre et aux alentours. C'est le point 2, la page 40 de l'ordonnance de renvoi. Deuxième chef d'inculpation, la complicité d'enlèvement, de torture et de séquestration, fait prévu et puni par les articles 19 et 303 du Code pénal pour avoir, selon l'ordonnance de renvoi, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause par provocation et fourniture d'insurction à la commission des enlèvements, torture et séquestration des manifestants. C'est le point 6 de la page 41 de l'ordonnance de renvoi. Troisième chef d'accusation, complicité de coups, blessures et violences volontaires, fait prévu et puni par les articles 19 et 39 du Code pénal pour avoir, selon l'ordonnance de renvoi, dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, par provocation et fourniture d'insurction, participer en pleine connaissance de cause à la commission des coups, blessures et violences volontaires au stade du 28 septembre. C'est le point 7 de la page 42 de l'ordonnance de renvoi. 4. Complicité de pillage, de marchandises, de biens mobiliers et d'incendie de magasins, conteneurs et leur contenu, fait prévu et puni par les articles 510, 514 et 19 du Code pénal, pour avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, participer en pleine connaissance de cause, par provocation ou fourniture d'insurction au pillage de marchandises, de biens mobiliers et à l'incendie de magasins, de conteneurs et leur contenu. C'est le point 8 de la page 42. Cinquième chef d'accusation, la complicité de vol à main armée, fait prévu et puni par les articles 373, 381 et 382 du Code pénal, pour avoir dans les mêmes circonstances de lieu et de temps, en pleine connaissance de cause, par provocation, fourniture d'insurction, participer au vol à main armée. Le point 10, page 43. Mise en danger de la vie d'autrui. 6. Fait prévu et puni par l'article 297 du Code pénal pour avoir à Conakry le 28 septembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper des manifestants aux crimes et délits commis au stade. Point 11, page 49. 6. Abstention délictueuse. Fait prévu et puni par l'article 298 du Code pénal pour avoir,
à Conakry, le 28 septembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, s'être, dans les mêmes circonstances de temps, de lieu et de temps, volontairement abstenu d'empêcher, par son action immédiate, sans risque pour eux ou pour les tiers, la commission des crimes sur les manifestants au stade du 28 septembre et environ, volontairement abstenu de porter assistance aux personnes en péril ou de provoquer un secours. Point 11. Page 43. Complicité, et là, il y a problème de crimes et délits non précisés. Fait prévu et puni par l'article 19. Monsieur le Président, voici les 7 chefs d'inculpation pour lesquels le président Moussa Dadis Camara est renvoyé devant vous, devant ce tribunal criminel. Alors, avant d'entrer dans la démonstration de ce que ces faits ne sont pas constitués à son égard, un constat et des observations deviennent nécessaires. Le constat, c'est quoi? C'est bien l'abandon des chefs d'accusation de l'ordonnance de renvoi par le ministère public et la partie civile. Ce procès a commencé depuis bientôt 2 ans. Mais le ministère public n'a jamais parlé de ces infractions dans ses réquisitions. Il s'est plutôt concentré sur la requalification. La partie civile, puisque les deux sont dans un mariage, malheureusement construite sur du sable, parce que lorsqu'on construit un château, dans du sable, on est sûr qu'il va s'écrouler à tout moment, est également allé dans le même sens. C'est vrai que cela pose une inquiétude, ou même une double inquiétude, même si cela arrange les personnes poursuivies. L'inquiétude, c'est quoi, Monsieur le Président? Pourquoi le parquet ne communique pas ou n'a pas communiqué dans ses réquisitions de ces infractions, pourtant qu'il vous lit? Pourquoi des débats menés ici, à la barre de ce tribunal criminel, dans lesquels le parquet a soutenu mordicus la requalification et le tribunal a pris soin de joindre cela au fond? Pourquoi le parquet revient toujours dessus? La première réponse, c'est quoi? C'est que pour le parquet, aucun des chefs d'accusation que je viens de citer à l'égard du président Dadis n'est constitué. Il faudrait que cela soit acté, parce que nous n'avons rien entendu de complicité, de meurtre et d'assassinat invoqué par le parquet à l'égard du président Dadis. Nous n'avons jamais entendu de complicité, de séquestration, de torture et d'enlèvement invoqué et justifié à l'égard du président Dadis, d'ailleurs comme pour tous les autres. Nous n'avons jamais entendu
de complicité, de vol à main armée, invoqués et justifiés à l'égard du président Dadis, ici, dans les réquisitions. On va vous interrompre là. Rejoignez le box, s'il vous plaît.